Moi, je vais vous parler du déploiement et du maintien de notre infrastructure OpenStack chez OVH. On n'utilise pas KIOB. Pas encore, peut-être qu'il y viendra. Pour commencer, je vais parler un tout petit peu rapidement de moi. Je m'appelle Arnaud Mourin, je vous l'ai déjà dit en introduction. Qu'est-ce que je fais? En fait, je suis fermier. Je ne suis pas vraiment fermier, je suis DevOps, SRE, je manage une infrastructure en GAEC avec tous mes collègues, qui sont en fait des gens qui font partie de la team, de l'équipe de cloud public chez OVH. Et dans notre GAEC, on gère, voici notre cheptel. Ce cheptel, c'est un ensemble de serveurs, tout un tas de belles machines, dont voici un beau représentant, un individu, qu'on appelle Piquet 22. Et comme ça, on en a des milliers, on en a 22 000 à peu près, nous, dans notre équipe. Donc c'est un beau cheptel. En réalité, il ressemble plutôt à ça. Photo prise dans un data center de VH. On voit quoi? On voit en fait tout un tas de machines rackées les unes sur les autres. Ça ressemble pas vraiment à des machines HP ou Dell. Chez OVH, on construit nos propres machines et nos machines ressemblent à ça. En fait, c'est quoi? C'est une plaque de métal sur laquelle on vient mettre un film plastique. On colle une carte mère, une ALIM ou deux, quelques barrettes de RAM, un ou plusieurs disques, et hop, on rack ça dans les baies d'OVH. Okay. Ça donne ça. Ce qu'on voit aussi, c'est des petits tuyaux rouges et bleus, parce qu'on fait du water cooling. Toutes nos machines sont water coolées. Partout. Dans tous les data centers voilà. Donc ça, c'est la matière première pour déployer notre offre de cloud public. Ce sont nos machines. Notre machine, Piquet 22, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'électricité. Ça va coûter de plus en plus cher, mais elle en a besoin. Elle a besoin de réseau, parce qu'elle a besoin d'être connectée avec ses autres copines. Elle a besoin de discuter, on a besoin d'y accéder. Elle a besoin d'eau. Ah oui, elle est watercoolée. Et elle a besoin d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos machines, dans les data centers, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de nos machines. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière pour éventuellement les déraquer, les chouchouter, changer une barrette de RAM, changer un disque, changer un câble, vérifier si le système de water cooling fonctionne bien, etc. On a toujours besoin en fait qu'il y ait quelqu'un quand même dans les data centers pour vérifier l'état et le bon fonctionnement en continu de nos machines. Bon, de quoi on va parler ce soir? On va pas parler que de Piquet. On va surtout parler de comment on déploie ces machines, des différents robots qu'on utilise pour automatiser le déploiement, parce qu'on ne déploie pas 22 000 machines comme on en déploie 2, forcément. On a besoin d'automatisation, on a besoin de mécanismes qui vont nous aider à les contrôler, nous aider à les monitorer, et on va regarder un petit peu tout ça ce soir ensemble. On va commencer notre première partie sur les robots. J'ai 3 robots à vous présenter. Ils sont là. Ils sont gentils, hein. Ils ont l'air méchants, mais ils sont gentils. Le premier robot dont on va parler aujourd'hui, il s'appelle OVH SD Manage. Alors, c'est du franglais. Bon, OVH, c'est OVH. SD parce que c'est serveur dédié. C'est en fait un outil qui va nous permettre de gérer les serveurs dédiés. Manage parce que bon, c'est pour les manager. Voilà, c'est un peu... on n'est pas très bon en anglais, mais on fait comme on peut. C'est le vrai nom du robot. Hein. J'ai vraiment pris le vrai nom du robot. Il s'appelle vraiment comme ça. Ce robot, qu'est-ce qu'il fait? Ce robot, il sert à commander les serveurs. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont clients chez OVH. En fait, c'est très facile. On crée un compte et après, on met une carte bleue. Non, je rigole. Tout le monde peut louer un serveur chez OVH, un serveur physique. Hein, je parle de serveur physique, là, de serveur dédié. Et nous, dans la team cloud public, on est en fait des clients standards. On est comme vous. On vient louer un serveur comme n'importe quel client. En fait, c'est ce robot qui va le faire. Ce robot va en fait se connecter à notre NIC. Il va utiliser une API interne quand même pour connaître, pour voir s'il y a des serveurs de commandables, parce qu'on utilise quand même des serveurs particuliers. On n'utilise pas les serveurs de n'importe quel client. On a des types de serveurs bien spécifiques. Il génère un bon de commande. On fait un bon de commande par serveur. Ça fait beaucoup de bons de commande. On paye
le bon de commande. Le robot va payer le bon de commande. Ne dites pas comment, c'est un secret. Puis il est livré sur notre NIC. Le serveur est mis à disposition directement sur notre. Donc notre NIC handle, le NIC handle, c'est l'identifiant en fait du client. Et enfin, il envoie un message sur le chat interne pour nous dire hey, un serveur ou plusieurs serveurs sont arrivés. Et le message, à la fin, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là, c'est le robot. C'est un vrai message qu'on a pris sur notre chat. J'ai juste commenté quelques petits mots-clés. J'avais pas envie de vous donner. Ce jour-là, donc c'était hier, c'était pas hier, c'était il y a quelques jours, le robot a commandé au Canada 4 nouveaux serveurs. Donc la région BHS, Beauharnois, c'est un data center qu'on a chez nous, chez OVH. Et il en a commandé 4. Voilà, on a quelques informations, c'est pas très pertinent, mais ça permet de savoir tous les jours ce qu'a été, quels sont les serveurs qui ont été commandés par ce robot. Okay. Premier robot, OVH SD Manage. Ce robot, il commande les serveurs, il les livre sur notre NIC. Point. C'est son taf. Deuxième robot, robot de gauche. Ce robot s'appelle OVH Move Host to DAS Group. Là, on n'a pas mis SD, on a mis host. Bon. Ce robot, on sent qu'il va bouger des trucs, il va bouger des hosts, il va les mettre dans des groupes DAS. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui savent déjà. Si. DAS, ça veut dire Deploy as a Service. C'est ça que tu as dit? Non, Database. Non, on aurait mis DB. DBAS. Deploy as a Service. En fait, DAS, c'est une API en interne qui nous permet de gérer notre troupeau. Bon, j'ai remis quelques biquettes là, désolé. En fait, c'est une base de données. C'était pas loin, mais c'est une API, c'est une base de données qui est accessible via une API REST. En fait, on peut accéder à cette API en lui parlant, lui envoyant des verbes JSON. Elle parle que JSON, cette API. Et dans cette API, les principaux objets qu'on peut gérer derrière cette API, ce sont des serveurs, des groupes et des clusters. Derrière les serveurs, en fait, ce sont pour nous, dans notre cas, ce seront des serveurs dédiés, des serveurs qui vont être commandés par le premier robot, vont être visibles à travers cette notion de serveur. On va pouvoir créer des groupes de serveurs, et les groupes de serveurs, on va pouvoir les intégrer dans des clusters. OK. DAS nous permet aussi de faire des actions sur un individu. Nous permet par exemple de demander à rebooter un serveur physique. Donc en fait, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, derrière l'API de DAS, il va y avoir un appel à l'API d'OVH qui, elle, va en interne demander à quelque chose quelque part, un autre robot, de faire une commande IPMI pour rebooter la machine. D'accord? Derrière le reboot de DAS, en fait, il y a une commande IPMI qui est envoyée directement sur le serveur dédié. Tout ça, c'est masqué. La complexité, en fait, elle est masquée pour vous, pour les clients, et elle est masquée pour nous aussi, en fait. On réutilise les primitives que nous donne OVH pour, finalement, automatiser la gestion de nos machines, comme n'importe quel client. Ça nous permet aussi de réinstaller des machines, notamment toujours en pilotant via IPMI et en donnant l'image ou l'URL d'une image qu'on veut copier sur le disque de notre machine. Ça nous permet aussi de les mettre en rescue. C'est utile quand une machine ne répond plus, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on a installé quelque chose dedans qui fait que le réseau est cassé, ou alors le kernel a planté. Bref, on peut la mettre en rescue. Ça va la démarrer en fait sur un kernel petit géré par une équipe en interne OVH, avec un OS bien défini, dont on est sûr du bon fonctionnement. On va recevoir ensuite après potentiellement un login et un mot de passe, ou alors il va nous laisser se connecter avec une clé SSH directement sur la machine pour vérifier son état et voir quel problème elle peut avoir. Et dans ce cas-là, tu vas faire les vérifications à la main ou vous avez un autre robot qui fait les vérifications pour vous? En fait, on peut le faire, le mettre en rescue. Dans la vraie vie, on le fait assez peu parce que on n'aime pas trop faire les trucs à la main. On va quasiment jamais en rescue, quasiment. Mais on peut le faire. Et quand on doit le faire, on le fait à la main. Voilà. Ça nous arrive quand vraiment on a... ça nous arrive surtout dans nos phases de développement, quand on veut tester par exemple un nouveau kernel, et là on se rend compte que le kernel, le driver réseau, il n'est pas compatible. Bim.
On reboot en rescue, là on repart sur un kernel connu qui va fonctionner avec la carte réseau. On regarde, potentiellement, du coup on peut monter, en rescue on peut monter les disques qui sont physiquement attachés à la machine, on peut chroot dans le système, potentiellement du coup fixer le kernel ou le grub ou n'importe quoi, et puis rebooter. Mais là c'est des actions manuelles, tu as raison. On n'a pas trop de robots pour nous dans notre équipe qui gèrent cette partie, cette automatisation. Donc tes 22 000 machines ne sont pas gérées en rescue. Non, voilà. On le fait quasiment pas. Par contre, tout ce qui est reboot et réinstallation, ça, c'est fortement automatisé. J'ai un autre robot après. On y arrive. On y arrive. OK? Avec DAS, en fait, ça nous permet une bonne maîtrise du cheptel parce qu'on regroupe l'ensemble de nos machines dans des groupes, clusters. On peut vraiment les agréger en fonction de leurs caractéristiques. Et notamment, on peut agréger tout le control plane OpenStack. Par exemple, le control plane dont parlait Pierre tout à l'heure, Nova, Neutron, Keystone. On va les agréger dans des groupes spécifiques dans DAS, de telle sorte qu'ils soient installés d'une manière spécifique. On va agréger aussi nos hyperviseurs qui vont, eux, héberger les machines virtuelles de nos clients dans des groupes aussi spécifiques, parce qu'on vend plusieurs types d'instances pour nos clients. On va vendre du sandbox, on va vendre des gammes CPU avec plus de puissance sur le processeur, ou alors des gammes avec plus de RAM, ou des gammes avec carrément une carte GPU d'attacher physiquement physiquement non, une carte GPU virtuellement attachée à la machine virtuelle. Et toutes ces machines, tous ces hyperviseurs sont en fait regroupés dans des groupes et des clusters différents dans DAS. Et comme c'est une API, c'est notre robot en fait qui vient piloter tout ça. Si on regarde en dehors du robot, on peut aussi, nous, en tant qu'humains, parler à cette API DAS. En fait, on s'est construit un petit outil qu'on a appelé RunDAS. Là, je suis sur ma machine d'admin et j'utilise l'outil RunDAS pour en fait dumper une partie de la base de données concernant un des hyperviseurs, une des machines physiques. On y voit quoi? Donc je demande d'abord la liste des machines qu'il y a sur un cluster spécifique. On m'en donne une. On voit pas, il y a 2 lignes, mais il n'y a qu'une seule machine. Je demande les infos en JSON et on voit quoi? On voit son rack, on voit son OS, on voit son IP, on voit son switch. On voit tout un tas d'informations physiques concernant cette machine qui me sont en fait données parce qu'elles sont disponibles dans la base de données de DAS. Okay. DAS. Le rôle du robot OVH Move Host DAS, je ne sais plus déjà le mot, j'ai oublié. Son rôle, en tout cas, c'est de piloter automatiquement DAS. Piloter la manière dont on va ajouter nos machines dans les différents clusters groupes, donc dans les différentes régions OpenStack. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que derrière la notion de cluster dans DAS, pour nous, ce sera une région OpenStack. Pour ceux qui ont déjà déployé des infrastructures OpenStack, vous savez qu'il y a une notion de région dans OpenStack. Donc en fait, pour nous, un cluster, ce sera égal à une région. Et les paramètres de la fonction de décision sont pondérés par généralement le data center et quelques caractéristiques du serveur. On ne veut pas, par exemple, qu'une région OpenStack située à Roubaix récupère des hyperviseurs qui vont être situés à Strasbourg. Ça n'aurait pas de sens. Donc on agrège en fait les machines qui sont physiquement dans le même serveur, dans les mêmes clusters. C'est ce robot qui le fait. Et ce robot sait le faire parce qu'il a l'ensemble des informations disponibles dans l'API de DAS. OK. Tu vois? Le résultat du robot, lui aussi nous parle. Le robot nous parle beaucoup. Le robot nous dit quoi? Il nous dit qu'aujourd'hui, le 12 novembre, il a bougé 15 hosts. Enfin non, il en avait 15 à bouger. Il en a réellement bougé que 3. Et les amis, dans le cluster qui s'appelle 23, dans le groupe qui s'appelle Host Midgen 3, il en a mis 3. Il en a ignoré 12. 7 n'ont pas matché. Et il avait un sur pair. Ok. Bon, en fait, il en avait 15 à gérer, mais il y en a 12 qu'il a dû ignorer. Parce qu'ils ne sont sans doute pas dans les caractéristiques que connaît le robot. Ils sont dans DAS, mais lui ne sait pas comment les bouger. Soit il nous manque de la config dans notre robot pour lui dire ces hosts de ce type-là, tu les bouges à cet endroit-là. Soit c'est fait exprès, c'est même d'ailleurs fait exprès, c'est parce qu'il y a certains hosts qu'on ne veut pas que le robot gère,
Donc on les garde à côté pour le moment. On a aussi un mécanisme de lock, ou un mécanisme de timeout qui empêche le robot pendant 24 heures de toucher un host. Par exemple, si un humain veut intervenir sur la position d'un host dans les clusters ou les groupes manuellement, il ne faut pas que le robot vienne interagir avec ce serveur-là, parce que sinon on va se marcher sur les pieds. On a un mécanisme en fait qui nous permet d'empêcher le robot d'utiliser le serveur pendant un certain temps. Et donc c'est peut-être aussi des serveurs comme ça qui sont derrière ce chiffre-là. Ok? C'était le deuxième robot. Notre troisième robot. Notre troisième robot, il s'appelle OVH Move DAS Host to OS Aggregate. Plus ça va, plus c'est long. Heureusement j'en ai que 3, j'aurai plus de place à la fin. Derrière celui-là, on sent qu'il va y avoir des mouvements aussi de DAS vers des agrégats OS comme OpenStack. Avant de continuer, je vais vous parler un petit peu des agrégats OpenStack. Vous savez ce que c'est? Non. Grosso modo. Dans OpenStack, il y a une notion d'agrégat. En fait, la notion d'agrégat elle est obligatoire dans OpenStack. C'est là qu'on va définir, on va injecter dans les agrégats nos hyperviseurs. Les hyperviseurs sont obligés d'être dans des agrégats parce que derrière, on va aussi dire que tel type d'instance, tel type de flavor dans OpenStack, le gabarit en français, va consommer des hyperviseurs dans tel agrégat. Donc c'est en fait une manière pour OpenStack de séparer les différentes machines dans des groupes différents. Nous, on a plusieurs types d'agrégats. On a des agrégats pour les instances qui vont avoir besoin, qui vont être plutôt dédiées RAM. On va avoir des agrégats pour les instances plutôt sandbox ou CPU. Et en fait, on va devoir faire un mapping entre les groupes qu'on a dans DAS et les agrégats qu'on a dans OpenStack. Et c'est le rôle de ce robot. C'est d'ajouter les serveurs dans les bons agrégats. Une fois que les serveurs ont été ajoutés dans les clusters et les groupes DAS par le précédent robot, ce troisième robot va prendre les machines et les affecter dans des agrégats. Pour qu'il puisse le faire, il faut que d'abord un serveur ne soit dans aucun agrégat. C'est une condition qu'on a mis, nous. C'est pas obligatoire. Dans un OpenStack standard, on peut avoir plusieurs serveurs, on peut avoir un même serveur dans plusieurs agrégats. C'est possible. Chez OVH, on se l'interdit. Donc, notre robot se l'interdit. Voilà, ne peut pas être dans plusieurs agrégats. Et il faut aussi que le serveur soit dans aucun agrégat pour être mis dedans. C'est la seule chose que fait ce robot. Il est très simple. Et voilà ce qu'il nous envoie lui aussi comme message sur notre outil. Il nous dit en fait que là, sur ce host-là, qui se situe dans le cluster Singapour, il l'a bougé dans l'agrégat qui s'appelle OVH.R2. Voilà, il en a bougé d'autres. Il en a bougé 3 ce jour-là. Okay. 3 robots, un qui commande les serveurs, qui les livre sur notre NIC, un qui les installe dans les bons groupes DAS aux bons endroits, avec les bons OS, avec les bons paramètres, et le dernier qui les met dans les bons agrégats. En fait, avec tous ces robots, notre OpenStack, il tourne tout seul. On n'a rien à faire. On a quand même mis du temps à construire tout ça, mais aujourd'hui, ça tourne assez bien. C'est tout pour les robots. Si on regarde un petit peu maintenant, on se décale un petit peu, on va regarder un petit peu la partie software, comment on déploie le software sur nos machines. Ça commence avec ce que j'appelle un niveau 1. C'est le niveau assez bas où on vient en fait demander à nos machines de faire un netboot. Donc en fait c'est le robot qui pilote la réinstallation des machines qui va leur dire fais un netboot. Le netboot du coup va récupérer l'image de l'OS qu'on veut installer, puis il va exécuter des scripts de post-install. Les scripts de post-install, ils vont faire quoi? C'est basiquement une grosse collection de scripts bash, super bien écrits. Pour de vrai, ils sont vraiment très beaux, il faut les voir. Ils vont faire la config réseau, grosso modo, dire à l'OS de faire une requête DHCP. C'est quasiment de base, mais en fonction de l'OS, si c'est un Debian, un Ubuntu, si c'est un Ubuntu 14 ou un Ubuntu 20, 14 c'est un peu vieux, on n'en a plus, je vous rassure, mais alors la configuration réseau pour lui indiquer de faire du DHCP n'était pas forcément la même. Donc on avait un petit peu de config là-dedans. Et faire la config RAID software,
pour, par exemple, si on a 2 disques, les agréger, histoire de ne pas perdre de données. On fait que du Redsoft sur nos machines. Donc ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, chez nous, il est géré avec Puppet. S'il y en a qui ne connaissent pas Puppet, c'est un outil de gestion de configuration. Un petit peu comme Ansible expliqué par Pierre tout à l'heure. Ansible, il est très facile. C'est très facile d'écrire des playbooks Ansible, c'est très séquentiel. En Puppet, c'est beaucoup plus difficile, puisque le code Puppet n'est pas séquentiel. Il est descriptif. Mais il est très puissant. Il scale beaucoup plus qu'Ansible. Il est plus rapide. Bon. Il a des avantages, il a des inconvénients. En fait, on n'utilise pas que Puppet, on utilise aussi Ansible. Ansible nous permet de piloter Puppet. Mais restons simples dans notre cas. Après l'exécution des scripts bash de post-install de niveau 1, en fait, on vient à la fin, nos scripts viennent installer Puppet et l'exécuter. Au démarrage de Puppet, il va grosso modo installer des paquets Debian, faire apt-get install à notre place, configurer les services, donc injecter les fichiers conf dans /etc Nova par exemple, démarrer les services, systemctl restart Nova Compute, et installer des sondes de monitoring, des exporteurs Prometheus, tout un tas de trucs qui nous permettent de monitorer le bon fonctionnement de notre machine. Je vais y revenir après sur le monitoring. Ok? Si. Pourquoi tu ne mets pas ça dans tes images des OS que tu installes pour gagner du temps? Je pourrais. Alors, j'ai quelques trucs qui sont déjà mis dans mon image. L'agent Puppet. Même pas. Même pas. Puppet n'est même pas dedans. Je pourrais le faire, je pourrais aller plus loin, mais en fait, toutes mes machines ne vont pas avoir la même conf au final. Je vais avoir des hyperviseurs, mais je vais avoir des control planes. En fait, j'ai préféré garder mon OS assez minimaliste pour réinstaller par-dessus tout un tas de trucs. Ce que je te dis pas, c'est qu'en fait, quand j'installe un paquet Debian, je ne vais pas aller l'installer depuis les repos Debian officiels. Oui. J'ai forqué l'ensemble des repos Debian et Ubuntu à l'intérieur d'OVH, et je ne fais que installer, en fait, mes machines, mes hyperviseurs, là, toutes mes machines, elles n'ont pas accès à Internet. Elles sont sur un réseau 10, et elles n'ont accès qu'au réseau d'OVH. Donc j'ai forqué l'ensemble de l'Internet pour qu'elles puissent faire ces post-installs. Donc en fait, j'ai pas trop de problème à installer mes softwares. J'ai jamais d'échec, ça échoue quasiment jamais. Donc, je gagnerais juste du temps. Au lieu de passer une demi-heure à attendre le premier run Puppet, je passerai peut-être 10 minutes, et encore. Mon OS de base, il est frisé aussi. Donc c'est un OS qui est assez vieux, mais qui est unique partout, dans tous les DC, pour notre team. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais installer une machine à un endroit, je suis sûr que quand Puppet va passer, il va me mettre à jour tous les packages, et ma machine, à la fin, elle va être carrée. Et tous les packages sont tous bien versionnés. Et d'ailleurs, j'ai des sondes aussi qui vérifient que les packages sont bien dans la version attendue. Et je suis sûr que l'ensemble de mes machines, mes 22 000 machines, sont toutes identiques. Ça c'est grâce à tout ça. C'est grâce à tout ça. Ok? D'autres questions? Si on continue un petit peu sur le software, on a un dicton chez nous. C'est plutôt une façon de faire. On dit que quand on fait un dev, on doit le mettre en prod. C'est notre principe. C'est pas forcément valable partout. C'est pas forcément valable dans toutes les entreprises non plus. Chez nous, dans l'équipe, on fonctionne comme ça. Ça veut dire que si moi je fais un patch dans Nova ou dans Neutron, eh ben, je vais en fait être responsable de ce patch sur la partie dev, mais aussi sur la partie prod. C'est moi qui vais être responsable d'emmener ce patch jusqu'à la prod, jusqu'à ce qu'il se déploie sur les 22 000 machines. Ce qui fait qu'on est tous un petit peu polyvalents dans l'équipe. C'est tous à peu près... Chacun a un petit peu ses spécificités, hein. On va pas se mentir, mais on est tous capables de faire du dev sur du code Nova ou du code Neutron ou du code de sonde pour vérifier l'état de santé, du monitoring. Et on est tous capables de l'emmener en prod. On a tous les clés, on a tous les capacités et les connaissances suffisantes pour emmener nos changes en prod. Ok? Si on regarde un petit peu les outils qu'on utilise derrière pour faire nos changements en prod, pas le changement directement en prod, je vous rassure.
On utilise principalement Git, l'ensemble de notre code, mais aussi la conf, aussi les data, tout est sous Git. En fait, Git, c'est notre principal outil, on utilise quasiment que ça toute la journée. Les serveurs Git qu'on utilise, c'est Gerrit pour tout ce qui est code OpenStack, parce que la fondation OpenInfra utilise principalement Gerrit comme outil pour gérer l'open source. Donc on l'a aussi forqué, et donc tout notre code OpenStack est derrière Gerrit en interne chez OVH. Et on utilise aussi un autre outil qui est propriétaire, qui s'appelle Bitbucket, qui est en fait un produit Atlassian qui permet d'avoir un serveur Git avec une belle interface pour faire des pull requests. Ça ressemble un petit peu à GitHub. Voilà. On utilise Ansible, je vous l'ai dit un petit peu, surtout pour piloter. En fait, on a des playbooks de pilotage de Puppet, on a des playbooks d'automatisation de déploiement d'infra de dev, par exemple, ou voilà, on a quelques petits playbooks Ansible. Et Puppet, on écrit quand même pas mal de code Puppet dans notre équipe, parce que c'est l'outil principal qui nous permet de déployer notre OpenStack, enfin le software en tout cas, le software sur nos machines. C'est pas très compliqué en vrai. On part d'une base de code existante qui est pas si mal faite et qui au final on vient amender au jour le jour pour la faire évoluer vers ce qu'on tend à mettre à jour, mais c'est pas très compliqué. Vous utilisez les modules officiels? On les a tous forqués. On essaye de pas trop les torturer. Et en fait, plus ça va, moins on les utilise. Par contre, on utilise beaucoup les primitives. Techniquement, dans Puppet, grosso modo, les modules upstream, il y a des modules qui existent, qui sont écrits par la communauté Puppet. La question de Pierre, c'est est-ce qu'on les utilise? Donc la réponse, c'est oui, hein, clairement. Par contre, on n'utilise par exemple pas le module qui va déployer Nova Compute en entier. On va utiliser juste la primitive qui permet de configurer Nova. Donc en fait, le Nova config. C'est technique, on pourra en reparler si on veut, mais on utilise les primitives, ouais, les primitives des modules. Et quand ça vous arrive de patcher les primitives, vous les remontez au projet? On a fait plusieurs commits upstream. Alors, upstream maintenant, Puppet, c'est un petit peu délaissé. Fortement délaissé. Maintenant, les seuls mainteneurs du... Ouais, je pense qu'il y en a encore un petit peu. Donc on en a fait quelques-unes. Après, c'est difficile de se faire merger. Mais finalement, les primitives, elles sont tellement basiques qu'il n'y a pas beaucoup de changements à cet endroit-là. Par contre, il y aurait besoin de beaucoup de changements dans le code des modules, dans les manifestes eux-mêmes. Mais comme on les utilise de moins en moins, en fait, on n'en a plus besoin, on n'utilise plus. Et puis, le code Puppet Upstream, il est orienté déploiement sur Ubuntu Debian avec les packages d'Ubuntu Debian ou Red Hat CentOS. Nous, on a repackagé l'ensemble de notre OpenStack sur des paquets Debian qu'on a construits nous-mêmes qui n'ont plus de sens avec les packages Debian Upstream. Donc les modules n'ont plus de sens non plus parce qu'ils ne se ressemblent plus, quoi. Là où le module Puppet Upstream demandait le démarrage du service Nova Compute, nous on l'a enlevé et on a mis autre chose. Au lieu de torturer les modules, on essaie plutôt de s'en affranchir et de le faire nous-mêmes. Mais on a des experts Puppet dans la team. Pas de souci. Voilà les principaux outils. Notre modèle de branche, très simple, assez classique. On a une branche prod qui contient le code qui est déployé sur la production. Donc tous nos modules Puppet fonctionnent sous ce modèle-là. Tous nos modules, notre code OpenStack fonctionne aussi sous ce modèle de branche. Le nom des branches peut varier en fonction de certains modules, mais c'est grosso modo le même schéma. On a une branche de prod qui contient le code de la production, une branche master qui contient le code qui est déployé sur la pré-production ou sur les infras de dev. Et on a des branches de dev qui contiennent le code qui est en train d'être modifié par un développeur de la team. Okay. Toujours la branche de dev, c'est un fork de la branche master. En fait, on fork la branche master, on crée notre code, puis, je l'ai écrit là, on crée une branche à partir de master, on fait notre dev, on fait une pull request pour demander à ce que notre branche de dev soit mergée dans master. Nos collègues review la pull request, amendent éventuellement, nous disent ça va, ça va pas, nous ajoutent du coup les +1, les +2, etc. pour nous dire si c'est bon ou pas. Quand tout est bon, on merge la pull request dans la branche master. On a une stratégie de merge où on ne crée pas de commit de merge. C'est important pour nous parce que derrière, je vais vous expliquer comment on met en prod les commits qui sont
mergés dans master. Mais on ne veut surtout pas de commit de merge dans nos branches master. Donc en fait, on squash l'ensemble des commits de la branche de dev en un seul commit qui est directement appliqué en fast forward sur la branche master. Et si c'est pas possible, s'il y a un conflit, on demande au développeur de rebase sa branche pour recommencer. C'est un process qui est... on est très à l'aise avec ça, ça fonctionne super bien, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci, ce mécanisme-là. Sur notre workflow de mise en prod, on en a deux. En fait, il y en a un qui imbrique l'autre, mais on va regarder un petit peu les deux. Quand on doit mettre en prod, on doit différencier... Celui qui est là. On doit différencier du code qui ne build pas d'artefacts de celui qui en build. Les artefacts, c'est par exemple des paquets Debian. Quand je modifie le code de Nova ou de Neutron, à la fin, mon code va être packagé dans un paquet Debian, je vais avoir un artefact Debian. Quand je modifie du code Puppet, je n'aurai pas d'artefact. Le code Puppet, c'est directement du code qui est appliqué sur les machines, et il n'y a pas d'artefact qui est buildé pour déployer notre code Puppet. Donc si je fais du code Puppet, grosso modo, je n'aurai pas d'artefact. Si c'est du code qui a des artefacts, enfin du code de stack, j'aurai des artefacts. Maintenant, si on regarde comment on déploie du code sans artefact, au moment où on merge la pull request, notre code est pushé, il est envoyé sur la pré-production, et en fait il a été mergé dans la branche master, et on a un robot qui, à chaque fois qu'il y a un commit qui est mergé dans la branche master, met à jour la pré-production avec les derniers commits de tous les repos qu'on a sur la branche master. Donc en fait, il est en mode c'est sur la pré-production. L'avance, donc ça c'est fait par un robot, nous on n'a aucune action manuelle là-dessus. Ensuite, quand on doit le mettre en production, là c'est un humain qui intervient. L'humain il fait quoi? Il va utiliser en fait Git pour faire un cherry pick du commit spécifique de la branche master vers la branche prod. Quand il fait ce cherry pick, il s'assure qu'il est le seul à faire un changement en prod. On veut éviter que deux personnes emmènent en même temps deux changes qui potentiellement pourraient s'affecter l'un l'autre et casser la production. Donc en fait, on a un mécanisme de lock derrière notre cherry picking. En fait, on n'utilise pas Git pour faire le cherry pick. On a développé un outil par-dessus Git qui nous permet d'avoir ce mécanisme de lock, parce que dans Git, sinon, il n'existe pas, de base, ce mécanisme. On a aussi un mécanisme de changelog. À chaque fois qu'on envoie un commit en prod, il y a un message qui est envoyé sur le chan, avec les messages des robots. Il y a un message qui est gardé aussi dans un système de log pour éventuellement afficher un changelog de tous les commits qui ont été envoyés en prod dans les 2 derniers jours, ce qui nous permet de faire une corrélation assez facile entre un bug qui est apparu à cet endroit-là et des commits qui ont été envoyés dans les heures précédentes. Voilà, c'est notre mécanisme de mise en prod quand il n'y a pas d'artefact. Okay. Maintenant, s'il y a un artefact, au moment où j'ai mergé ma pull request, il y a un robot qui passe qui me build l'artefact. En fait, on a un outil en interne de CI/CD développé par notre ami Richard qui est là-bas, qui permet de récupérer le code qui a été mergé dans la pull request. Il y a un mécanisme de hook automatique qui va venir builder nos artefacts, qui va uploader l'artefact au bon endroit. Les 3/4 du temps, ça upload dans un repo Debian, parce qu'on utilise beaucoup les paquets Debian pour déployer nos artefacts. Tout ça, c'est fait automatiquement par le robot. Puis, l'humain doit pousser l'artefact. Pour pousser l'artefact en prod, en fait, on va refaire une pull request, cette fois-ci sur un repo qui n'aura pas d'artefact. C'est un repo qui contient tout un tas de data, notamment les versions des artefacts qu'on veut avoir en prod. Par exemple, je veux que Nova Compute, ce soit la version 12. J'ai un repo géré par Git qui contient ça, qui contient cette information. Donc si mon artefact qui a été buildé par le robot porte la numéro 13, alors je vais aller faire une pull request sur le repo qui contient toutes les versions. Je vais mettre 13 à la place de 12, puis je vais appliquer la procédure vue précédemment, sans artefact, pour mettre en prod. Et qu'est-ce qui va se passer? Puppet va mettre à jour du coup la version du repo apt sur les machines vont récupérer l'artefact, vont installer, terminé. Ok? Vous faites la pull request à la main, donc vous avez un outil pour récupérer le tag
fait par le robot, automatiquement l'intégrer. Alors, on a un outil, on est un petit peu entre deux là sur la gestion de nos artefacts. Donc, il y a un outil pour une partie et il n'y a pas d'outil pour l'autre. Mais on a un outil qui nous permet de gérer l'ensemble des versions de nos packages dans les repos et qui nous permet de construire le message de commit qui va être envoyé sur la pull request. Et voilà, c'est tout. On a l'outil qui nous aide tout ça. Ok. Maintenant, c'était le focus. On a vu le focus robot, on a vu le focus software, le PET, workflow dev. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un problème en prod, si on a une erreur? En fait, d'abord, comment on détecte nos problèmes? On a déployé sur l'ensemble de nos machines, que ce soit les contrôleurs ou les hyperviseurs, ou n'importe quelle machine, on a déployé des sondes de monitoring qui sont en fait de simples scripts écrits en Python, les trois quarts du temps, qui vont vérifier l'état de santé d'un point précis de la machine. Par exemple, vérifier qu'il n'y a pas de barrette de RAM qui a cramé. Par exemple. Vérifier qu'il n'y a pas un disque qui est en fin de vie. Vérifier qu'il n'y a pas un câble réseau qui est en train de bagoter. Vérifier que la version du kernel est la bonne. Vérifier que la version de mon package en prod est la bonne. Voilà, on a des sondes pour un peu tout et n'importe quoi. On a genre 200, 300 des sondes sur la machine. Ces sondes, elles sont exécutées toutes les minutes, toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes en fonction des sondes. On a plusieurs types de sondes. Et ces sondes, en fait, quand elles ont vérifié ce qu'elles doivent vérifier, elles vont écrire un résultat dans un fichier en local sur la machine, un résultat qui va varier entre... ça va être un nombre binaire qui va varier entre un nombre numérique, un nombre, qui va varier entre 200 et 300. 200, tout va bien, 300, tout va mal, grosso modo. Et puis ces métriques vont être collectées, vont être exportées par des exporteurs Prometheus qui tournent aussi sur les machines. Donc on utilise le node exporteur de Prometheus pour ça. On a un peu fait évoluer. On utilise aussi d'autres exporteurs. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. On utilise aussi le RabbitMQ exporter, le Maria, le système qui va avec MariaDB. On utilise aussi le libvirt exporter. On n'utilise pas le OpenStack exporter parce qu'il est buggé et il défonce l'infrastructure. Ça marche pour les petites infras, mais sur les grosses infras, ça ne marche pas. Bref, on utilise pas mal d'exporteurs Prometheus pour collecter toutes ces métriques et les agréger en fait dans Prometheus. Sur une machine, ça ressemble à ça. Là, je me connecte à la machine et en fait, j'ai un résultat. Ici, là, on voit 249. Ça, c'est le résultat de l'agrégation de l'ensemble des résultats des sondes. Et on voit en fait quelles sont les sondes qui sonnent. Bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu. En se connectant direct, on a aussi un coup d'œil direct à l'état de santé de cette machine. Là, c'est une machine sur une infra de dev, elle ne va pas très bien, a priori. OK. Ici, j'ai mis quelques exemples de résultats numériques en fonction d'un statut. C'était juste pour vous dire que quand tout va bien, ça commence à 200. Quand tout va mal, ça termine. On ne voit pas tout là, c'est tronqué, mais ça termine à 300. En fait, il y a toute une palette de codes possibles, intermédiaires, avant d'aller réellement très très mal. Ce qu'il faut retenir dans cette palette, c'est surtout ça. Quand toutes les métriques sont collectées sur Prometheus, il y a une agrégation qui est faite, on construit des alertes à partir de ces agrégations. Les alertes sont envoyées à Alert Manager, qui lui va nous notifier, nous envoyer des SMS, des messages sur le chat, des alertes dans notre système de monitoring. Grosso modo, si le résultat d'une sonde vaut soit 230 ou 270, alors cette alerte, elle ne sera pas à destination d'un humain, mais à destination d'un robot. C'est-à-dire que nous, on envoie des alertes au robot. Si par contre, la sonde envoie une alerte supérieure à 290, là, elle sera envoyée à un humain. Donc, il y a un humain qui va réellement recevoir un SMS. S'il y a une infrastructure ce soir qui plante, on va recevoir un SMS. C'est pas vraiment un SMS, mais une notif sur une appli Android. Le reste,
on peut l'oublier, ça va pas forcément dans slash dev nul, hein, mais tout ce qui est différent, qui n'est pas envoyé pour les humains, c'est plutôt de l'informatif. On utilise aussi ce système-là pour, par exemple, collecter des données et savoir quelle quantité de machines est affectée par un effet de port ou est affectée par un problème sur une sonde. OK? Si on regarde maintenant là, pourquoi est-ce qu'on envoie des alertes à des robots? C'est parce qu'en fait, on a installé un système de self-healing sur notre infrastructure. Et pour ça, on a utilisé un projet OpenStack qui s'appelle Mistral. Mistral, c'est un élément, un composant d'OpenStack qui est en fait un moteur de workflow. Et nous, on l'a beaucoup utilisé. On l'utilise beaucoup chaque fois que notre système de monitoring envoie une alerte à un robot. En fait, il y a un workflow Mistral qui va être exécuté pour essayer de fixer le problème, de résoudre le problème. Exemple. Imaginons que j'ai Nova Compute qui s'éteint de manière inopinée sur une machine. Au bout d'une minute, je vais avoir ma sonde sur l'hyperviseur qui va le détecter, qui va dire ah, Nova Compute est éteint, pas normal. Donc au lieu de sonner en 200, elle va se mettre à sonner en 230 ou 270, selon les cas. 230, 270, ça va être collecté par l'exporteur Prometheus, qui lui va envoyer du coup ça à Alert Manager. Alert Manager va envoyer ça à Mistral. Mistral va exécuter un workflow que j'ai représenté sous ce diagramme. C'est vraiment le workflow que j'ai extrait de script. Le workflow, il va commencer par faire des checks, vérifier un peu l'état de santé de la machine sur laquelle il se connecte. Il va nous notifier qu'il est en train de démarrer. Il va nous envoyer un message dans le chat. Selon des conditions qu'on ne connaît pas, mais qui sont écrites dans le workflow, il va faire un service restart ou forcer le restart. Il vérifie ensuite si le service est démarré. Si c'est bon, il va notifier que c'est un succès. Si c'est pas bon, il va notifier que c'est une erreur. Et s'il notifie que c'est une erreur, il va échouer. Et en échouant, là, on peut imaginer tout un tas de trucs. Par exemple, notifier un humain. Le workflow, le robot n'a pas réussi à résoudre le problème, il va faire incrémenter le statut du résultat de la sonde de 270 à 290 par exemple. Et là, j'ai un humain qui va être notifié comme quoi il y a un service Nova Compute qui est éteint, le workflow a échoué, il faut aller voir ce qui se passe. Okay. Ça, c'est un exemple simple de workflow. Ça. J'en ai d'autres. J'ai des workflows. Ouais. Pour incrémenter, il positionne simplement un fichier qui est lu par le node exporteur, j'imagine. Il y a plusieurs façons de faire. Je n'ai pas les détails de ça. Tu sais, Florent, toi, comment... Non. Bonne question. Je n'ai pas le détail de ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors, on peut soit laisser du coup une trace sur l'hyperviseur pour que la sonde elle l'incrémente d'elle-même et du coup ça notifie. On peut aussi le faire. Les workflows, celui-là ne le fait pas, mais il y a certains workflows qui savent directement envoyer des alertes dans l'alert manager avec le bon chiffre directement. Donc là, on n'aura pas directement l'information comme quoi c'est telle sonde sur tel host qui a échoué, mais on aura l'information plutôt que tel workflow Mistral a échoué à cause de telle chose. On aura cette alerte-là. C'est pas tout à fait la même, mais on retrouve du coup les infos quand même. Ouais, c'est les deux façons de voir que... C'est les deux façons de faire que j'ai sous la main là. On a aussi des mécanismes de retry. Celui-là, il est simple. Il échoue pas en vrai, ou s'il échoue, c'est... Mais on a des workflows qui sont plus compliqués, qui ont des mécanismes de retry et qui retry pendant X temps avant de s'assurer que ça a vraiment échoué. Et souvent, ceux-là, ils nous envoient des alertes eux-mêmes. Est-ce qu'il peut y avoir des workflows qui déclenchent d'autres? Oui. Ça vient après, chez les exemples plus compliqués. Mistral, il tourne dans le cloud principal ou il est standalone? Peut-être que bonne question. Le on a un Mistral standalone. En fait, on a un cluster DAS qu'on a appelé Global, qui n'est pas une région OpenStack, qui contient toute l'usine pour faire le Mistral standalone. Donc en fait, il a une DB, il a un Rabbit,
et il a Mistral en standalone. Et le Mistral, il fonctionne sans Keystone. Celui-là, celui qui fait le self-healing. On déploie aussi des Mistral pour nos clients dans les OpenStack, mais eux ne font pas de self-healing, ils sont vraiment pour nos clients. Pour les workflows des clients. Celui-là, par contre, il est en standalone tout seul. J'ai des exemples, j'en ai pris plusieurs, on va pas forcément tous les regarder en détail, mais j'ai des exemples. Par exemple, là j'ai un workflow qui nous permet de vider, ce qu'on appelle drainer, un hyperviseur. Un hyperviseur qui contient par exemple une centaine de machines virtuelles. Je dois intervenir dessus. Il n'a pas forcément de problème, à part le kernel qui n'est pas à jour. Il faut que je le reboote. Je ne sais pas faire des live patch. Alors, je ne vais pas le rebooter avec des instances clients dessus, puisque je vais affecter les clients, ce serait quand même dommage. Donc ce que je fais, c'est que je vais profiter du fait que dans Nova, il y a la possibilité de live migrer les instances, donc de déplacer les instances d'un hyperviseur à un autre, avec quasiment zéro downtime. On a un workflow pour ça, parce qu'on ne va pas s'amuser à live migrer toutes les instances nous-mêmes à la main. Il y a des commandes dans OpenStack pour évacuer des hosts, pour automatiser un petit peu cette partie-là, mais quand on doit le faire sur plein de machines, en fait, on est content d'avoir les workflows pour le faire. Ça peut être aussi, ce workflow, on peut l'exécuter soit à la main, donc un humain peut demander le drain d'un host de lui-même. Ça peut être aussi trigué par un problème sur l'hyperviseur. Par exemple, un disque qui commence à être en fin de vie, bah, pour demander le changement d'un disque, il va falloir que je vide l'hyperviseur pour pouvoir le déraquer dans le data center. Le workflow ressemble à ça. Bon, on ne va pas aller dedans trop en détail, mais grosso modo, on vient désactiver le host, on vient lister les instances, on vide le host, on vérifie ensuite que le host est bien drainé, puis après, même mécanisme, soit on échoue, soit on réussit. Ok ? En fait, il est assez simple, mais derrière le empty host, là, il y a un autre workflow. En fait, on ne le voit pas, mais là, on appelle un autre workflow. Ça nous amène à des trucs qui peuvent être très compliqués. Là, c'est un workflow qui permet de faire l'intervention physique sur un host, avec drain. Celui-là, en fait, il appelle celui qui était avant. D'ailleurs, quelque part, le drain, ici. Drain, là, derrière, tu zoomes, t'as l'autre qu'on vient juste devant. En fait, on peut avoir l'enchaînement de workflow qui peut être très très vite, assez complexe. Et donc, comme tes clients OVH comme moi, tu fais automatiquement le ticket pour aller changer le disque? Oui, tout à fait. Là, ici, là, on voit pas, c'est petit, hein, mais c'est écrit create inter. En fait, ça va demander la création d'une intervention dans le datacenter. On a une API qui nous permet d'envoyer des tâches à faire aux techniciens qui sont dans le datacenter. Donc le technicien, il a un écran et il voit, il faut changer tel disque sur telle machine, tel rack, tel serveur. Et comment tu gères le fait qu'il va te demander si ta machine répond bien au ping? C'est un problème. Ouais, et donc là, ça crée automatiquement le ticket. Donc dans le ticket, ça marque bonjour, je suis le robot de la team PCI. Ça marque vraiment. Hein. Et j'ai détecté que tel disque était défectueux à tel endroit. Pouvez-vous changer, s'il vous plaît? Les instances ont été live migrées. Vous pouvez déraquer la machine sans souci. On va lui donner le texte. Ouais, toute cette partie-là est automatisée et heureusement, parce qu'on y arrive. Ok, donc ça c'était l'exemple avec une intervention physique. On peut aussi, on a des workflows pour supprimer du hardware obsolète. On a des cycles de vie sur nos machines. Quand on a des machines qui sont un peu trop vieilles, on les envoie au rébut. On a d'autres workflows pour faire ça. Enfin bon, bref, voilà. Quelques chiffres sur ces workflows. Ça, c'est le nombre de workflows qu'on exécute par jour. J'ai pris un extract sur le dernier mois, c'était il y a quelques jours, donc on a à peu près un mois là. En fait, on voit qu'au plus haut, on exécute jusqu'à quasiment 2500 workflows par jour. Les couleurs, c'est des workflows différents. Donc il y en a qu'on exécute plus que d'autres. J'ai pas les détails, mais c'est pas très, très important. Mais il y a des workflows qu'on utilise vraiment beaucoup. Alors ce qu'on voit sur ce graphe, c'était drôle, je l'ai découvert un petit peu aussi. On voit quand même des montagnes. Ici c'est monté, ici c'est bas. Ici c'est monté, ici c'est bas. Ici c'est monté, ici c'est bas. En fait, on voit quand même que les workflows, ça c'est les week-ends, le bas là. Et le week-end, c'est le robot c'est les robots qui exécutent les workflows eux-mêmes. Tout est automatisé. En semaine, en fait, il y a beaucoup d'humains qui demandent aux robots d'exécuter des workflows.
c'est des actions humaines qui sont derrière. Il y a un humain qui dit, tiens, vide-moi ce host parce que je vais faire une intervention dessus. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'interventions liées à des humains. Les chiffres sont assez impressionnants parce que comme il y a des workflows qui s'appellent, ça augmente assez vite. Mais ouais. Après, on a aussi la possibilité, on a des outils qui sont des agrégateurs pour manipuler des flottes, toute une flotte de serveurs, et par exemple d'exécuter tout un tas de workflows sur plein de serveurs en même temps. C'est aussi pour ça que les chiffres augmentent assez vite. On ne le voit pas, mais on peut très vite exécuter une centaine de workflows en parallèle, alors qu'on a juste demandé, par exemple, de vider un rack. On peut vider un serveur, mais on peut aussi vider un rack. Un rack, 48 serveurs, 48 workflows. Et si en fait je veux vider une salle, très vite augmenter le nombre de workflows. Est-ce que vous passez des paramètres de workflow? Parce que si Ouais. vider un rack, Ouais. si le workflow il sait que du coup, il va devoir faire des live migration, mais pas dans le même rack. Oui, et oui. Du coup, en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est que dans le workflow, il y a un premier passage sur l'ensemble des machines qui les désactive au niveau Nova pour qu'elles ne reçoivent plus de nouvelles instances. C'est comme ça que ça marche. Ok, voilà. Donc ça, c'est les chiffres des workflows. Je crois que j'ai un autre chiffre. Ce chiffre-là, c'est le nombre de live migrations par jour. Et en fait, j'ai les deux, j'ai le nombre de live migrations et le nombre de workflows. Et on voit qu'il y a une corrélation très très forte entre le nombre de live migrations et le nombre de workflows. On fait quasiment que, beaucoup de nos workflows, finalement, viennent live migrer des instances. On live migre beaucoup d'instances, parfois jusqu'à 2000 par jour. Généralement sur le stockage derrière, est-ce que la migration ne va pas ou est-ce que tu cherches ça? On est quasiment que dans du stockage local sur les hyperviseurs eux-mêmes. Donc à chaque fois, on live migre la data. À chaque fois. Et du coup, quand tu es client et que tu fais un ticket, il y a certaines actions qui sont automatiquement traitées par tes workflows, j'imagine. Je pense pas, non. Non, on n'a pas d'automatisation quand ça vient d'un ticket client. Non. Par contre, ce qui se peut, c'est qu'un ticket client arrive dans la boîte d'un humain et que l'humain décide d'exécuter un workflow. Ça, oui. Mais c'est pas automatique. Il n'y a pas d'automatisation là sur les workflows, c'est vraiment soit automatiquement exécuté à la suite d'une sonde qui relève un problème, soit un humain qui demande l'exécution. C'est comme ça que ça marche. C'est notre cuisine. Voilà. Des questions? Vas-y, prends. Est-ce que tu as un petit retour d'expérience rapide sur Mistral avec le nombre d'exécutions que vous avez par jour? Sur le nombre depuis le temps que vous l'utilisez, là, vous en êtes satisfait? Ouais. Ça fait, je dirais, au moins 4 ans qu'on a déployé ce truc-là maintenant. T'as éteint l'alarme? Je fais. Ça va sonner. Ça sonne à 21h, il est moins 5. On entend ça. Nous, on est très satisfait de. Je vais arrêter ça parce que c'est souvent. On est très satisfait de Mistral, ouais. C'est un moteur de workflow. Nous, on en est satisfait parce qu'on connaissait déjà bien l'environnement OpenStack. C'est du Python, c'est écrit en Python. Nous, on connaissait déjà bien tout ce qui est développement Python avec OpenStack. Donc, on s'y retrouve. On a étendu les actions derrière Mistral. De base, Mistral, il sait faire des requêtes HTTP, il sait faire des connexions SSH, il sait faire tout un tas de trucs comme ça, envoyer des emails. Nous, on l'a étendu pour qu'il sache piloter DAS. On l'a étendu pour qu'il sache se connecter à nos machines et faire des actions, runner des fixes. On l'a étendu pour qu'il sache créer des inters auprès de nos techniciens en DC. On l'a étendu pour faire tout un tas de trucs. Et on n'a pas eu trop de mal finalement à l'étendre parce que on connaissait déjà bien l'environnement. On n'était pas perdu en se mettant dans Mistral. Je demande ça parce que nous, on l'utilise de manière standalone comme vous, Ouais. avec une échelle beaucoup plus basse, Ouais. avec des exécutions. Donc c'est bien de voir aussi ce que ça donne avec 1000 ou 10 000 fois plus de workflow. On a eu des problèmes avec la base de données, parce que Mistral, il est très verbeux avec sa base de données, il stocke toutes les actions qu'il fait dans la base de données. Ce qui fait que
quand il y en a 2000 par jour des workflows, chaque workflow va exécuter, je sais pas, une centaine d'actions, ça va très vite remplir des millions de lignes dans la base de données. Et au bout d'un moment, en fait, les temps de réponse, parce que c'est pas très bien indexé, c'est pas toujours très bien indexé les bases de données dans OpenStack. Enfin, c'était pas prévu pour cette échelle. Donc on a dû torturer un peu le frein. On a mis en place un système de rétention dans la base de données. On purge la base de données tous les 2 mois. Enfin, il y a une fenêtre de 2 mois. On ne garde que 2 mois de rétention. J'ai une question liée à Mistral aussi. Ouais. Il n'y a plus de PTL depuis plusieurs lignes, je crois. Ouais. J'ai vu que vous distribuez un petit peu. Ouais. J'ai fait quelques patchs récemment. Ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir être en mesure de garder en vie, je sais pas, 3 ans? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien, perso, je milite dans la team pour qu'on soit plus présent upstream et qu'on soit plus acteur de l'évolution, notamment de Mistral, mais c'est valable pour d'autres projets. C'est difficile à faire bouger parce que la mentalité d'OVH n'était pas jusque-là forcément de contribuer beaucoup à ça. C'est en train d'évoluer, je le vois bien, puisqu'on est de plus en plus présent upstream. Tu l'as peut-être vu, on est un peu plus nombreux récemment. On va regarder spécifiquement sur les lignes du code, c'est vrai que vous êtes en plus. Ouais. Donc on a cette volonté, donc ça c'est bien. Maintenant, peut-être que pour Mistral plus précisément, on pourrait être carrément acteur de l'évolution du produit. Pour un projet, c'est pas un projet cœur d'OpenStack, c'est un peu indépendant. C'est pas forcément une grosse dépense de temps d'être PTL. Oui. Et ça permettrait potentiellement qu'il y ait des gens qui se disent pas ah bah Mistral, il y a plus de PTL. Ouais. Et de laisser le cours. ouais. Dans notre entreprise, c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu que. Ouais. Donc si nos clients nous demandent de recommander déployer Mistral, bah PTL. Ouais. Bah oui. Oui. J'aimerais bien qu'on le soit plus. Oui. Une question sur le développement du système Mistral. J'ai une autre question. Plus au début, quand tu parlais des zones de disponibilité, pardon, tu parlais des host aggregates. Oui. Et tu disais que normalement, dans OpenStack, un host peut être dans plein host aggregates, mais que vous, c'était un seul. Ouais. Et du coup, la question que je me pose, c'est vous avez des régions, et dans chaque région, vous avez quand même des zones de disponibilité. Comment vous faites? Parce que dans OpenStack, pour définir les zones de disponibilité, c'est à partir des host aggregates. Ouais. Donc, quand vous gérez ça, vous gérez vos zones de disponibilité. Sur nos régions, quand tu prends une région indépendante, elle a qu'une seule AZ. On n'a pas d'AZ, on n'a pas de notion d'AZ dans les régions. Après, on a des régions qui sont des AZ séparées, enfin qui peuvent être des AZ séparées, qui pour autant sont quasi colocalisées. Par exemple, à Gravelines, on a 11 régions OpenStack, ce qui est beaucoup. Et c'est plusieurs data centers, justement. Et donc, on a séparé les régions pour qu'elles aient, pour que la moitié, grosso modo, soit dans le data center numéro 1 et l'autre moitié dans le data center numéro 2. Ce qui fait qu'en tant que client, tu peux utiliser, par exemple, la région qui est dans le data center numéro 1 et la région qui est dans le data center numéro 2 comme 2 AZ séparés. Sauf que ce ne sont pas 2 AZ d'un point de vue OpenStack. Du coup, c'est plus compliqué pour nos clients parce que c'est aux clients de connaître ça, ou en tout cas d'utiliser dans ces outils la notion de région plutôt que la notion d'AZ. Et du coup, où est-ce que tu peux retrouver ces informations de quelle région est dans quel data center et J'avoue ne pas savoir. Je ne sais pas où c'est. Moi, je le sais parce que dans DAS, c'est écrit, par exemple. Oui. Je Si crois. tu peux me donner accès à DAS, ça me Ouais, parfait. Je te donne accès à DAS, c'est comme ça on a le problème résolu. Non, je crois que l'info, elle est publiquement accessible quelque part. De mémoire, sur le manager, il doit y avoir un truc comme ça. Non, en fait, les principaux points, c'est que dans le nom de ta région, tu as le campus de data center dans lequel tu es. Donc, par définition, par exemple, GRA est un groupe de régions qui sont colocalisées dans un même campus. Ouais, mais grâce Strasbourg, c'est loin. Ouais. Et il n'y a pas d'autres régions en France. Donc, si tu veux monter des bientôt, il va y en avoir. Sérieux,
Il y en aura Et une à troisième. Paris, oui, mais- Non, il va y en avoir une à Roubaix. Ouais, Ah bah merci. Mais bon, en fait, si tu veux éviter de colocaliser certaines VM, ton gras 5 peut être dans la même baie que ton gras 11. Si tu as baie crame, tu perds tout. Donc, oui, tu as une certaine proximité avec, qui te garantit pas l'indépendance en termes de VPD zone, comme l'état de l'art devrait le définir, mais c'est une chose que chez les concurrents. mais je pose la question parce que si on sait qu'il y a certaines machines qui sont dans 2 DC différents, Oui. moi, ça peut me suffire. Hein. Oui, oui. Cette information, elle est pas disponible directement à travers OpenStack. Donc, c'est plus compliqué de le gérer. Ça, c'est clair. Le fait de ne pas utiliser les AZ, Ouais. des raisons historiques. C'est historique, ouais. C'est historique. Quand on a commencé, en fait, on était incapable de faire des AZ sur un DC. Donc, en fait, on a tout mis dans la même. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand on a construit d'autres DC, on pouvait Qu'est-ce qui nous empêchait à l'époque déjà de faire plusieurs AZ? c'est les limitations liées à l'arrivée électrique, à l'arrivée réseau, des choses comme ça. Oui, tout dépend de comment on définit le AZ. Si on dit que c'est juste des racks différents, Alors, on a la notion de rack, on la remonte pas non plus dans OpenStack, mais en fait, ça n'aide pas forcément. Parce que les racks sont déployés en triptyque de 3 racks, ce qui fait qu'on peut avoir des arrivées électriques qui vont être identiques sur 3 racks, donc ça t'aidera pas. Ça t'aidera pas. Même s'il y a des, c'est redondé tout ça, mais ça t'aidera pas. Et on l'utilise nous en interne, on a cette notion on appelait ça des rack groups pour déployer des machines dans des racks différents, mais c'est assez compliqué à gérer. Et c'est pas ce qu'on veut donner aux clients en fait. Donc on l'a explicite. On l'a gardé exprès en interne parce que c'est impossible à utiliser de manière correcte pour les clients. Donc aujourd'hui, on l'a pas. On n'a pas cette notion de rack. Et les AZ, on les a pas parce que pour nous, les AZ, c'est plutôt, il faut qu'il y ait en fait une séparation électrique, une séparation réseau, une séparation éventuellement aussi au niveau de la gestion du water cooling. Et tout ça, c'est en cours de construction dans les data centers d'OVH, mais ça n'était pas disponible jusque-là. Donc on était incapable de le faire. En fait, on l'a fait avec ce qu'on a. on n'empêche bien que ça évolue. Ça évolue, ouais. Sauf qu'il y a des limitations par Just Aggregates, terrain. Ce qui va sans doute se passer, c'est qu'on va faire évoluer nos régions pour qu'il y ait d'autres agrégats qui apparaissent, d'autres AZ qui apparaissent dans certaines de nos régions. Et au fil du temps, ce que j'aimerais même qu'on fasse, c'est qu'on diminue drastiquement le nombre de régions qu'on a. Parce qu'on en a pas beaucoup des régions, on a 40 régions OpenStack aujourd'hui, dont certaines qui sont très grosses, mais on peut scale encore plus, diminuer le nombre de régions, ajouter des AZ, parce que c'est un objet qui existe dans OpenStack, qui est simple à utiliser pour les clients. Et voilà. On est en train de travailler à ça, on a des discussions autour de tout ça, mais on arrive. Pour le moment, on n'a pas encore, sur nos data centers actuels, là où sont déployées nos régions, on n'a pas encore ces données-là disponibles. Question technique par rapport à l'utilisation des aggregates. Vous utilisez les aggregates natifs de Nova? Oui. De placement. Oui, oui. Et du coup, si vous utilisez le filtre aggregate instance, Oui, tout à fait. Vu la taille de votre infra, vous avez regardé utiliser les traits de placement, faire la même chose? Alors, on utilise aussi les traits. Plutôt que les agrégats pour déployer les instances. Le truc, c'est que maintenant que. Enfin, maintenant, c'est déjà 4 ans, Ouais. que c'est Placement qui contrôle. Qui maintient le placement des ressources. En fait, Nova, quand tu vas lui demander des instances, c'est une instance plusieurs, qui appelle une requête à Placement. Et par défaut, si vous n'avez pas ça, Placement, il va retourner juste 1000 résultats. Non, pas chez nous. Non. Nous, on a justement, je n'ai pas les détails de ce qu'on a fait, mais avant placement, on avait les 1000 résultats directement dans le Nova Scheduler. On a mis placement en frontal quand on a eu la possibilité de le faire. Et maintenant, il nous retourne qu'un bloc, un certain nombre, je ne sais plus, 5 ou 10, un truc comme ça, compute. Justement, ça peut être encore plus problématique, parce que il pourrait te retourner, j'imagine que vous avez une
il pourrait te retourner que des nœuds qui ne sont pas dans l'agrégat que tu me prends. Le filtrage est fait par Nova après. L'idée d'utiliser les traits, c'est de faire ce filtrage directement dans le placement. Alors, je sais Si vous avez que 5 résultats et que vous n'avez pas de problème, vous avez sur PowerPoint. je sais plus ce qu'on a fait dans placement, mais ça marche plutôt bien. On a résolu le problème de scheduling en fait grâce à ça, et aussi grâce au fait que le Nova Scheduler, à un moment donné, on avait le droit d'en avoir qu'un seul Nova Scheduler dans les versions très anciennes d'OpenStack. Maintenant, on peut le déployer on peut en déployer autant qu'on veut. On a aussi rajouté des custom traits dans placement, notamment pour qu'ensuite les traits sont passés de placement jusqu'à scheduler. Et dans le scheduler, en fait, on vient lire ces traits pour favoriser certains types de hosts par rapport à d'autres. Notamment, par exemple, quand on doit faire un mise à jour d'OS, admettons d'Ubuntu 16 à Ubuntu 18 ou d'Ubuntu 18 à Ubuntu 20, on va préférer démarrer des instances sur Ubuntu 20 plutôt que sur Ubuntu 18, parce que potentiellement le 18, il va falloir qu'on s'en sépare assez rapidement. Mettez en priorité les instances. Donc on stack d'abord sur les nœuds les plus à jour. Exactement. Et ça, le scheduler de base ne savait pas le faire parce que l'information de l'OS sous-jacent n'était pas remontée. Dans le placement, ça ne savait pas le faire non plus. On a rajouté des custom traits. Je te dis une bêtise, on n'a pas fait ça avec placement. On n'a pas fait ça avec placement. On a fait ça avec les metrics. Je me souviens avoir voulu le faire avec placement et j'ai pas réussi. Donc je l'ai fait avec Nova Metrics. Tout à fait. Et tout ça, c'est géré dans le scheduler. Et je sais plus. Bonne question sur placement. Je sais plus comment il fait pour nous retourner que les bons hosts du bon agrégat. Sans doute qu'il doit faire un mapping entre le flavor demandé et l'agrégat demandé et nous retourner que des hosts qui correspondent à l'agrégat. Un truc comme ça. Je sais plus. On pourra discuter. Ouais, on pourra discuter de ça. Ouais. D'autres questions? On s'arrête là.